Nouveau numéro de 100% Bénin sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La dernière mission d'audit envoyée par le gouvernement du président Patrice Talon à la mairie de Cotonou alimente une certaine polémique. Et pour cause, c'est la 4e fois en l'espace d'une année que le pouvoir central diligente un contrôle de la gestion de l'édile de la capitale économique du Bénin. En dehors du caractère successif de ces différentes audits qui pleuvent, c'est aussi le choix du cabinet opéré cette fois-ci par le gouvernement qui ne laisse pas indifférent. Surfant sur le mauvais rapport qu'entretiennent ouvertement l'exécutif et la municipalité de Cotonou, bon nombre d'observateurs ont au fait de crier à un acharnement du pouvoir. Mais est-ce véritablement le cas? Eh bien, la discussion se fera en première partie de cette émission. Une seconde partie sera consacrée au fonctionnement de la 7e législature de l'Assemblée nationale, notamment les récurrentes questions des députés adressées au gouvernement. Le contrôle d'action du gouvernement conféré aux députés par les articles 71 et 113 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 a visiblement connu une hyperactivité ces derniers mois. Doit-on croire que la 7e législature a un bien meilleur fonctionnement que les précédentes? On fera le débat avec vous, Franck Danloumen. Bonjour. Bonjour, Emmanuel Crépi. Journaliste, vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Onokwe au Bénin, paraissant au Bénin. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de Sika TV, une chaîne que j'ai beaucoup de plaisir à suivre. Merci, plaisir partagé. Également avec nous dans cette émission, Joël Tchoubé, bonjour. Bonjour. Journaliste, vous êtes le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information Le Potentiel, qui paraît également à Cotonou, au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je reste avec vous, Joël Tchoubé. 4e mission d'audit à la mairie de Cotonou en l'espace d'un an. Ça fait quand même couler assez d'encre et de salive. Quelle lecture en avez-vous fait? Je vous remercie pour cette question qui me paraît assez prépondérante. Dans une république où vous savez que la mairie de Cotonou, la ville économique avec une forte concentration des activités économiques, une forte concentration de la densité de la population, vous savez que cette mairie-là entretient une froide relation avec le pouvoir central. Parce que lorsque vous interrogez un peu les soubassements de cette crise, je l'appelle comme ça, cette crise, ça remonte aux périodes électorales. Parce que le maire Léadé Vinayan Soglo n'a pas fait campagne pour l'actuel chef d'État Patrice Talon. Le maire de la ville a soutenu le candidat du régime de feu, Lionel Zinsou, a battu campagne ouvertement devant tout le monde pour ce candidat qui a malheureusement échoué. À partir donc de ce moment-là, vous comprendrez que le régime de la rupture du nouveau départ, ne se sentant pas accompagné par l'autorité de cette municipalité, certainement prendra les mesures qu'il faut pour soit annihiler les assauts, les velléités de cette autorité municipale. Encore que nous sommes dans un processus de déconcentration et de décentralisation donc du pouvoir d'État, du pouvoir central, et les tests de la décentralisation qui régissent le fonctionnement, qui régulent le fonctionnement des collectivités locales est bien clair. Il ne devait pas avoir d'émission du pouvoir central au niveau donc du pouvoir communal. Non, mais juste là, il n'y a pas émission. Il y a une mission d'audit qui a été envoyée à la mairie de Cotonou. Je ne vois pas forcément le lien entre cette mission d'audit et les raisons politiques que vous venez d'avancer. Bon, vous savez que je ne voudrais pas m'inscrire dans une logique polémiste, ni encore moins dans une logique approbative de ce qui se passe actuellement au niveau de la mairie de Cotonou. Je faisais seulement remarquer que les relations froides entre Léadé Soglo et le président de la République, Patrice Talon, ne datent pas d'aujourd'hui et que les causes de cette crise-là remontent aux périodes électorales. Maintenant, lorsque vous m'interrogez sur les réelles motivations, puisque c'est là le nœud gardien du problème, la lecture que je fais de ces audits commandités par le gouvernement au niveau donc de la mairie de Cotonou, je le disais il y a un instant, la mairie de Cotonou bénéficie des subventions de l'État central. Et on pourrait a priori voir que
l'État central veut avoir un œil sur la gestion qui est faite de ces fonds qu'il alloue à cette commune-là. On pourrait également comprendre que le pouvoir central s'est inscrit résolument dans une dynamique de contrôle d'État policier qui est à même de contrôler comment est-ce que les fonds sont réorientés, comment est-ce que les fonds sont affectés. Mais ici, vous l'avez rappelé dans votre introduction, c'est le caractère successif de ces audits-là qui inquiète aujourd'hui et qui laisse des appréhensions selon lesquelles on pourrait y voir en toile de fond de ces audits qui sont commandités des visées politiques, des visions politiques qui n'auraient pour but que de nuire à Liadi Soglo. Si tant est que les 3 audits précédents qui ont été commandités ont pratiquement tous échoué parce qu'on n'a pas eu à noter une maldonne dans la gestion du maire de la ville de Cotonou. Et que cette fois-ci, on trouve l'opportunité de commanditer encore un autre audit au niveau donc de cette commune. Certainement que le gouvernement n'a pas été satisfait des 3 précédents audits. Et conséquence, aujourd'hui, je vois à travers ce 4e audit commandité à la mairie de Cotonou que le gouvernement rechercherait certainement des ruisseaux de fraude financière qui auraient émaillé donc la gestion de Liadi Soglo. Et je ferai un détour à Dakar pour vous dire que vous savez que pour pratiquement les mêmes raisons, le maire de Dakar a été écroué en prison. Parce que le maire de Dakar ne partageait plus forcément les mêmes intentions, les mêmes ambitions politiques avec le président de la République. On ne va pas forcément faire la parallèle parce que ce n'est pas forcément les mêmes circonstances. Non, mais vous savez que, et c'est pourquoi il disait que si ce taudis révélait qu'il y a des ruisseaux de fraude financière au niveau donc de la mairie de Cotonou, vous savez que la destination qui certainement attendrait Liadi Soglo, vous savez que c'est la porte ouverte à la prison. Donc vous êtes de l'avis de ceux qui pensent que c'est un acharnement? Pas forcément un acharnement. J'attends de voir simplement quels seront donc les résultats de cet audit. En un an, on a commandité pratiquement 4 audits à la mairie de Cotonou. Les 3 précédents ont échoué. Ce 4e audit qui a été commandité... Quand vous dites échoué, c'est que ça n'a pas forcément donné quelque oui, chose, vous savez, des maldonnes, les 3 précédents audits n'ont pas eu à révéler qu'il y aurait donc des maldonnes financières qu'aurait commises donc le maire Liadi Soglo. Le 4e audit, certainement, peut-être va trouver la petite faute pour... définitivement. En tout cas, on attend de voir. Je reviendrai à vous, Joël Tchogbi. En attendant, je me tourne vers vous, Franck. Dans nos mains, 4 à la suite. Cela ne voudrait pas forcément dire qu'il s'agit d'un acharnement, n'est-ce pas, Franck? Oui, a priori, on ne peut pas parler d'acharnement a priori. Je dis bien a priori. Mais quand on analyse le contexte et on analyse un certain nombre de propos, un certain nombre de faits, on fait recours à l'histoire très récente du Bénin, on est tenté, et à juste titre, voilà, de dire que c'est un acharnement, qu'on est en train de chercher la petite bête pour en finir avec un ennemi politique, avec un adversaire politique. Et ceci d'autant plus que, au cours d'une rencontre solennelle, le chef de l'État lui-même a eu à dire que son gouvernement n'a pas de bon rapport avec la mairie de Cotonou que dirige justement cet adversaire politique qui est Liadi Soglo. Alors donc, dans ce schéma, dans ce contexte-là, on parlera on est tenté de parler d'un acharnement. D'acharnement. Surtout que, vous avez parlé d'un an, selon certaines informations, c'est en 6 mois, c'est en l'espace de 6 mois, dans un intervalle de 6 mois, qu'on a diligenté 4 missions différentes. Alors, c'est dans l'ordre normal des choses que l'État qui a délégué un certain nombre de compétences, qui met un certain nombre de ressources à la disposition des communes, puisse chercher à savoir comment est-ce que ces ressources-là sont gérées. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et la plupart des gouvernements, depuis en tout cas l'avènement de la décentralisation, qui ont précédé le régime actuel, ont effectivement diligenté des missions. Mais c'est le nombre qui pose problème. C'est le nombre qui pose problème. J'ai comme l'impression qu'on est en train de chercher quelque chose. On a envoyé une première mission. J'avoue qu'il faut faire un peu la part des choses parce que la première mission, enfin, c'était la mission du FADEC, c'est-à-dire fonds d'aide, je crois, fonds d'appui, voilà, au développement des communes.
et donc qui est un fonds que le gouvernement chaque année alloue aux communes pour régler un certain nombre de problèmes. Donc là, à ce niveau-là, on peut dire que c'est un peu... Mais après, on a envoyé le bureau BAI, le bureau d'enquête et d'investigation, tout comme ça, créé à la présidence. Après, on a envoyé le cabinet fiduciaire d'Afrique, qui est un cabinet appartenant justement au cousin du chef de l'État et qui est actuellement conseiller à la présidente de la République. Et récemment, ou actuellement, c'est le cabinet Deloitte, dans lequel avait travaillé justement l'actuel ministre des Finances, et où on nous dit que le fils du chef de l'État est employé dans ce cabinet-là, qu'on a envoyé pour chercher quoi? On dirait que les rumeurs, parce que lorsque vous écoutez les acteurs politiques, notamment certains conseillers municipaux de Cotonou, on dit oui, il y a gestion opaque, il y a mal donne, il y a mal donne. Donc, j'ai comme l'impression que le gouvernement fonctionne sur ces rumeurs-là et donc fait tout pour découvrir quelque chose qu'on ne trouve pas. Lorsqu'on envoie une première mission, une deuxième mission, qui n'a pas grand-chose, pourquoi ne pas abandonner, se concentrer sur autre chose? Surtout quand on sait qu'une mission d'audit, c'est beaucoup de millions. Alors, dans un contexte de soucis d'économie, d'allègement des charges de l'État, est-ce qu'il est opportun? Est-ce que ça fait sérieux de dilapider presque des fonds publics pour pouvoir dire qu'on cherche, on veut nuire à quelqu'un? C'est là toute la question qu'il faut se poser. Juste la personne a dit qu'on veut nuire à quelqu'un. Oui, voilà. Personnellement, c'est l'impression que vous avez. Je pense qu'il y a quelque chose. C'est vrai que mon confrère l'a rappelé tout à l'heure. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'il a dit parce qu'il a si bien dit. On connaît les problèmes politiques entre les deux. Entre le chef de l'État, Patrice Talon, et le maire. Moi, à un moment donné, je me suis dit que, voilà, après les élections, comme l'a dit l'ancien président, les intrigues politiques seraient rangées de côté pour laisser place au développement. Mais on a remarqué qu'en un an et plus, toutes les actions qu'on a posées, c'est pour régler des comptes politiques. Et ça ne contribue pas, ne facilite pas le développement. Alors, autre chose qui entretient la polémique autour de cette nouvelle mission d'audit, c'est bien entendu le choix du cabinet. Il s'agit du cabinet, comme vous l'avez cité tout à l'heure, Deloitte de France, qu'on dit être proche du chef de l'État. On sait également que l'actuel ministre des Finances, de l'économie et des Finances, Romuald Wadani, a travaillé dans cette structure internationale. En réalité, est-ce qu'il y a suffisamment aujourd'hui, Joël Tobé, de raisons pour que ce choix fasse jaser, si je peux m'exprimer en ces termes? Non, vous savez, ce que vous posez comme préoccupation et problématique majeure renverrait donc au rapport qu'entretient, que le chef de l'État entretient bien sûr avec ces cabinets qui sont commis donc à la tâche, qui ont la lourde mission d'aller contrôler comment est-ce que les fonds alloués donc à la municipalité de Cotonou ont été gérés. Maintenant, vous faites bien, et il a su bien le rappeler, que lorsqu'on parle donc du bureau d'analyse et d'investigation, le BAI, qui est aujourd'hui logé dans les vestibules donc du palais de la Marina, et qui, selon donc les indiscrétions, serait donc le laboratoire voilà, de la politique générale du pays. Lorsqu'on sait que la mission qui a été diligentée pour aller auditer la gestion qui a été faite donc des fonds FADEC, et cette mission également s'est réputée être proche donc du chef de l'État. Et vous venez maintenant avec un quatrième cabinet, le cabinet donc Deloitte de France, où aurait donc officié dans un temps récent l'actuel ministre des Finances, qui est par ailleurs le ministre de Patrice Talon, qui est aujourd'hui le jeune ministre adulé par le chef de l'État selon donc les proches donc du pouvoir. Lorsque vous avez ces éléments-là, alors on se pose des problèmes sur l'impartialité que ces cabinets vont adopter pour rendre les décisions. Mais cette fois-ci, c'est quand même un cabinet international. Non, je ne vous renseignerai en rien si je vous dis que ce n'est pas anodin par les temps qui courent et sous les tropiques par ici que les dirigeants ont tout fait de mettre donc dans le sac, comme on le dit vulgairement, ces cabinets d'audit international dont vous parlez. Et il n'est pas exclu que, vu la promiscuité que le ministre des Finances entretient avec ce cabinet, et par ailleurs qui est très proche donc du chef de l'État,
si effectivement il y a des visées politiques en dessous de ces audits-là qui sont commandités, il ne serait pas étonnant donc de constater que on ferait tout pour identifier la bête noire, comme il a dit. Donc, selon vous, il y a déjà assez de raisons pour faire déjà jaser par rapport au choix de ce cabinet. Non, le choix, on va vous dire que le choix de ce cabinet, que c'est après un avis d'offre publique à candidature publique internationale que ce cabinet a été recruté. Mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que peut-être, en toile de fond, il y a peut-être des personnes qui ont intérêt à voir ce cabinet recruté pour aller auditer. On serait dans une certaine mesure où on pourrait donc apprécier le fait selon que si on avait choisi un cabinet qui a vraiment une distance assez énorme vis-à-vis donc du pouvoir actuel, et un cabinet dans lequel on ne serait pas amené à établir donc le parcours d'une certaine personnalité donc du pays, un cabinet qui n'aurait pas certainement employé le fils donc du chef de l'État, comme mon confrère donc vient donc de le rappeler, si on n'avait pas ces éléments-là, ces éléments de filiation, de relations étroites qui liant donc ces personnalités du gouvernement et ces cabinets-là, on ne serait pas en train de parler donc des soupçons de parti pris a priori dans les résultats qui seront rendus publics à l'issue donc de ces audits. Et c'est pourquoi je voudrais dire, pour finir sur cette question définitivement, pour dire que aujourd'hui, effectivement, l'État est dans son rôle de contrôler donc la gestion faite au niveau des communes, des municipalités. Maintenant, le nombre qui pose aujourd'hui problème en un an, 4 audits, on se demande si ce n'est pas de l'acharnement. Et si effectivement, ce n'était pas de l'acharnement, on devrait simplement souhaiter que cette façon de procéder devait également interpeller les élus locaux à la base. Parce que il faut également savoir que nous sommes en politique. Et lorsque vous vous mettez en porte-à-faux avec un pouvoir central qui est hyper puissant, attendez-vous également à recevoir donc des coups. Et c'est aussi un appel, et c'est peut-être aussi un signal fort que le président Patrice Talon est en train de lancer aux maires dissidents, aux maires frondeurs, comme on peut peut-être le comparer, pour qu'on puisse faire une gestion saine des finances publiques. Si effectivement les communes, les municipalités se rendent auteurs de détournement, de malversation financière, sauf qu'on puisse apprécier le fait que l'État puisse diriger donc des audits, et si effectivement on découvre donc la petite bête, on puisse appliquer donc les tests de la République. Je rappelle que si ma mémoire est bonne, c'est la première fois quand même qu'on recrute un cabinet international pour auditer une commune, quand même au Bénin, si ma mémoire est bonne. Alors, ça aurait quand même été, Franck Danou, mais un autre cabinet, que cela allait quand même provoquer la polémique, parce que, quoi qu'on le dise, c'est déjà 4 à la suite. Ah oui, absolument. Ce qui, moi personnellement, avant de revenir un peu à votre question, ce qui, moi, soulève des questionnements à mon niveau, c'est que, selon les informations que nous avons eues, aucune des précédentes missions n'a encore déposé son rapport, on va dire, rapport définitif. Selon les responsables de la municipalité de Cotonou, jusque-là, chacune des missions qui sont passées n'ont déposé que des rapports provisoires. Normalement, selon le fonctionnement, lorsqu'un cabinet vient, fait son travail comme ça, lorsqu'une mission d'audit finit son travail, il va rédiger un rapport provisoire qu'il envoie à la structure, et la structure fait des observations. Et donc ces observations-là sont renvoyées au cabinet en question, qui finit de faire qui les prend en compte éventuellement ou les rejette selon le cas, pour pouvoir sortir un rapport définitif qui dit voilà la situation au niveau de la structure que nous avons contrôlée. Aujourd'hui, selon nos informations, aucun des rapports définitifs n'est encore disponible. En tout cas, à la mairie de Cotonou, on estime qu'on n'a pas encore reçu ces rapports-là. Alors donc, je ne sais pas ce qu'on est en train de chercher. On commence, on ne finit pas, on envoie un autre, on ne finit pas, on envoie un autre. Alors, donc, ça pose problème. Et maintenant, comme je le disais à l'entame, lorsque vous regardez un peu, à part la mission FADEC, qui est gérée par une structure, je crois, Conafil. Conafil, oui. À part cela, les 3 autres missions, c'est-à-dire, vous avez le BAI, le Bureau d'analyse et d'investigation, qui, comme il a dit tout à l'heure, on va dire un appendice
du président Patrice Talon. Dans le couloir de la présidence. Parce que c'est sous sa responsabilité, c'est lui qui sait quand est-ce qu'il faut aller et qui est-ce qu'il faut aller contrôler et quels sont les thèmes de référence et tout. C'est lui qui le sait, c'est lui qui décide. En dehors de ça, vous avez un cousin qui est conseiller du chef de l'État qui a un cabinet qu'on a envoyé. Et après, c'est le cabinet Deloitte. Alors, on peut se dire que après peut-être les investigations du BAI, du cabinet fiduciaire d'Afrique, on a voulu peut-être faire venir des gens qui n'ont pas d'attache, c'est-à-dire des étrangers. Avec la présidence et tout. Voilà, des étrangers pour pouvoir contrôler, peut-être, pour dire qu'on est impartial dans ce qu'on est en train de faire. Sauf que ici, il y a des raisons de penser qu'il n'en est absolument pas le cas. Et je voudrais vous rappeler, dans l'affaire PPEA 2, on a recruté un cabinet d'audit international qui, voilà, notamment, le cabinet Kroll, notamment, qui a pris 700 millions, je ne me rappelle plus exactement combien, et a fait un travail, a dit qu'il y a problème, mais récemment, il y a un juge béninois qui a prononcé un non-lieu dans cette affaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se poser à juste titre des questions de savoir comment est-ce que ce cabinet avait fait son travail pour que le juge en arrive à prononcer un non-lieu dans cette affaire. Donc, c'est que soit le régime des faits avait intérêt à dire qu'il y avait problème et donc a peut-être donné des instructions pour que ce cabinet en arrive à la conclusion voulue. Est-ce qu'on peut donner des instructions à un cabinet? Franck, c'est pas forcément à moins que vous me trouvez une explication. Deloitte, c'est quand même un cabinet sérieux, international. Je ne mets pas en cause, je sais pas, la sérénité ou la capacité. Je suis en train de remarquer des choses. Alors, que à la fin de cette mission d'audit, qu'on nous dise par exemple qu'on a remarqué ci, qu'on a remarqué ça, enfin, on n'aurait pas d'éléments pour pouvoir véritablement croire à 100% au bien fondé des choses que le cabinet Deloitte trouverait. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Récemment, regardez un peu les tours que fait le préfet de l'Atlantique sur les médias pour dire à la mairie de Cotonou, nous avons une mairie moribonde, une gestion calamiteuse, on a ceci, on a cela. On est même allé jusqu'à dire qu'à la mairie de Cotonou, on propose de donner de l'argent au préfet pour laisser passer un certain nombre de choses. Alors donc, lorsque le représentant du chef de l'État au niveau du département du littoral tient des propos de ce genre-là et qu'on va chercher un cabinet proche du chef de l'État pour pouvoir faire un audit, c'est comme si on prépare l'opinion à quelque chose. On va revenir certainement sur la sortie du préfet du littoral, mais il y a également cette atmosphère de mauvais rapports qu'entretiennent ouvertement l'exécutif et la municipalité de Cotonou, un facteur forcément qui vient peser sur les analyses, Joël. Non, vous savez que surtout quand c'est le chef de l'État qui l'a dit publiquement. Oui, et il le rappelait tout à l'heure que, je le reprécise pour nos amis et téléspectateurs, que c'est à l'occasion donc de la rencontre que le chef de l'État a eue au palais de la Marina avec dans le cadre du projet Grand Lokoué. Voilà, les maires donc, du Grand Lokoué, dans le cadre donc, du projet asphaltage et l'aménagement urbain et tout ce que vous savez comme projet logé donc dans le programme d'action du gouvernement. Et que le chef de l'État dise publiquement, à une occasion aussi solennelle, qu'il faut le reconnaître publiquement avec l'honnêteté qu'on le reconnaît, que le pouvoir n'entretient pas de bons rapports avec la municipalité de Cotonou. Et cela faisait suite déjà au discours poignant que le maire lui-même a eu à tenir devant donc, ses collègues de la décentralisation, disant que aujourd'hui, que la mairie n'a pas également de bons rapports avec la préfecture. Parce qu'à ce niveau, le bouchon est perceptible. Il y a le préfet du littoral, en même temps, qui est également limité à la ville de Cotonou. Le préfet du littoral, il a rappelé tout à l'heure également, qui circule, qui organise donc une tournée médiatique et qui ne fait que vilipender la gestion qui est faite finalement ce cocktail de mauvais rapports, finalement aujourd'hui ne nous permet pas forcément de faire une bonne analyse de ces missions d'audit. Ça vient forcément peser quelque part sur ces analyses. Vous savez qu'en communication, la communication a l'art donc de changer également les faits originaux.
il faut commencer par le dire. Et lorsque on commence par inoculer dans la tête des Béninois, on commence à chanter du matin au soir qu'il y a une mauvaise gestion à la mairie de Cotonou. Et ça, ce sont donc des autorités compétentes, comme le préfet Modeste Tobola par exemple, qui disait, je me réserve d'utiliser, de répéter ces mots dernièrement. Il était en visite dans certaines rues de Cotonou avec ce phénomène d'incivisme des populations avec les ordures. On a tout fait de constater que le préfet disait que si l'objectif était de faire passer le gouvernement comme un gouvernement donc fainéant, un gouvernement qui ne travaille pas, que c'est irréfléchi. Il réfléchit par rapport à qui? Par rapport donc à la mairie de Cotonou. Et lorsqu'on commence pas à alimenter ces foyers donc de communication, on veut à long terme faire comprendre aux Béninois, faire accepter aux Béninois que visiblement ce que la mairie fait, que c'est la mairie donc en train de passer à côté donc de la mission pour laquelle elle a été donc investie. Maintenant, le mauvais rapport que le maire entretient avec et le représentant décentralisé donc du chef de l'État, qui est donc le préfet du littoral, également le pouvoir lui-même, ces rapports sont de nature à conforter ceux qui pensent aujourd'hui que, en toile de fond de ces audits qui sont commandités, qu'il y aurait forcément des brins d'acharnement politique en dessous. Maintenant, je voudrais dire que ça dépendra finalement des résultats qui seront issus de cette quatrième mission d'audit commanditée par le gouvernement. Si les trois précédentes missions ont échoué, moi je le dis comme ça parce qu'on voulait trouver des ruisseaux de fraude financière, on n'a pas pu trouver. Si les trois précédentes ont échoué et que c'est la quatrième mission qui va maintenant révéler des choses, certainement que, tout comme donc des Béninois qui me suivent, tout comme également les conseillers qui le disent, on serait amené à penser que quelque part on a tout fait de fabriquer donc une sauce, voilà, indigeste, qu'on a tout fait donc de faire boire. Donc finalement ces audits n'ont pas été publiés, donc on ne peut pas dire que ces audits ont échoué. Oui, mais il a rappelé, il n'y a pas eu les rapports définitifs. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que cette absence de rapport définitif n'est pas fait à dessein? C'est-à-dire, on envoie, on n'a pas fini, on envoie un autre, on n'a pas fini, on envoie un troisième et un quatrième. Pourquoi? Pour en arriver à la conclusion générale qu'on avait déjà prévu dès le départ, c'est-à-dire pour atteindre l'objectif de départ. C'est pour cela que justement, dans le cadre de cette mission, on a vu un regain d'activité au niveau du préfet du littoral qui, à tout moment, sort pour répéter. Justement. Et je voudrais dire quelque chose. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir les mauvais rapports entre le pouvoir et la municipalité de Cotonou. Pour moi, que le chef de l'État en arrive publiquement à dire que son gouvernement n'entretient pas de bons rapports avec la municipalité de Cotonou, c'est un aveu d'échec pour le chef de l'État. Pourquoi? Parce que, voilà, nous sommes dans un état de droit, dans un pays démocratique, et nous parlons de la décentralisation, qui est un principe reconnu par la Constitution. Et il y a des lois, des textes de loi que nous sommes nous-mêmes librement donnés, qui régissent les relations et les rapports entre l'État central, représenté par la tutelle, et les communes. Pourquoi ne s'en tient-on pas à respecter les textes de la République? Nulle part, vous n'allez entendre ni le préfet, ni le chef de l'État dire que sur tel aspect, la municipalité de Cotonou a manqué au respect des textes sur la décentralisation. Par contre, lorsque vous écoutez les responsables de la municipalité de Cotonou, preuve à l'appui, ils vous donnent des détails sur des faits, des actes posés par la tutelle qui marchent, qui foulent au pied les tests et les principes de la décentralisation. Justement, parlons de la tutelle. Dans la foulée de cette dernière mission d'audit, qui suscite assez de commentaires déjà, le préfet Modeste Tobola est monté au créneau sur une chaîne de télévision à Cotonou mercredi dernier. Et il a déclaré ceci, je cite, « Les audits ne sont en rien un moyen de pression politique, loin de là. Mais il faut reconnaître que personne ne peut être fier de la gestion de la mairie de Cotonou. » Fin de citation. Franck Dandomé. Bon, vous savez, là, c'est l'appréciation de M. Tobola. C'est son appréciation. Moi, personnellement, je me dis, lui, il est l'autorité de tutelle de la municipalité de Cotonou. Et la loi lui fait obligation d'assister, de conseiller et d'accompagner la municipalité de Cotonou. Alors donc, si lui, qui a un rôle
d'accompagner et d'aider justement cette mairie-là à bien faire. S'il fait des déclarations comme ça veut dire qu'il a échoué. Ça veut dire qu'il n'a pas bien joué son rôle. Parce que Cotonou n'est pas la seule commune du Bénin. Nous avons des préfets ailleurs. Mais c'est la seule commune sous sa tutelle. Justement. Et aucun autre préfet n'est monté au créneau pour dire de telles choses. Est-ce que ça veut dire que dans les autres communes, il n'y a pas de problème? Si on est les communes, moi aujourd'hui, je peux dire, je ne parcours pas toutes les communes, mais au moins je connais des communes qui sont limitrophes à la commune de Cotonou. Et on ne saurait dire que les choses sont meilleures ailleurs. Les mêmes problèmes qu'on traîne à Cotonou, ça dit, les problèmes de déchets, les problèmes d'inondation, les problèmes d'impraticabilité des voies, ces mêmes problèmes se posent dans toutes les communes qui entourent Cotonou. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement a décidé lui-même de mettre en place le projet d'asphaltage dans le cadre du projet Grand Nokoué. Du projet Grand Nokoué pour aider ces communes-là, justement, qui sont confrontées aux mêmes problèmes que Cotonou. Moi, personnellement, quand je fais le tour, on se rend quand même compte que Cotonou est, on va dire, privilégié. Regardez le nombre de voies bitumées et pavées qu'il y a à Cotonou. Vous allez à Sémépoï, ce n'est pas le cas. Vous allez à Calavi, ce n'est pas le cas. Vous allez à Ouida, ce n'est pas le cas. Vous allez à Porto-Novo, ce n'est pas forcément le cas. À Parakou, ce n'est pas forcément le cas. Alors, où est le problème? On peut peut-être supposer, parce qu'il y a une situation qui est là, c'est-à-dire c'est les problèmes de déchets qui sont jetés par-ci par-là sur les trottoirs. On a cherché. Moi, j'ai suivi le secrétaire général de la mairie de Cotonou hier sur Canal 3, une chaîne de télévision de Cotonou, qui, avec des preuves, a montré que c'est le gouvernement qui les a empêchés de faire leur travail. Et moi, je suis tenté de faire foi à ce que dit le secrétaire général de la mairie de Cotonou, parce que l'année dernière, on n'avait pas vécu cette situation. En tout cas, moi, j'étais à Cotonou l'année dernière, il n'y avait pas autant de déchets sur les trottoirs et les TPC. Justement, ce n'est pas un secret de polichinelle. Le maire l'a dit lors de la rencontre dans le cadre du Grand Nokoué qu'il y a des contrats qui ont été suspendus, qu'on ne l'a pas autorisé, la préfecture ne l'a pas autorisé à faire des contrats avec des sociétés de voirie. Voilà, et c'est ce que le secrétaire général a répété hier. Ce qui est grave, quand j'ai suivi le secrétaire général hier, c'est que, preuve à l'appui, il a montré comment est-ce que le préfet du littoral ou la préfecture du littoral, pour ne pas personnaliser le débat, a violé les tests sur les marchés publics. Lorsque le préfet demande au maire de suspendre une procédure de passation de marché public en cours alors qu'il n'a pas compétence à le faire et le code des marchés publics est formel là-dessus. On ne peut suspendre une procédure en cours. Ce n'est pas possible. On demande de suspendre une première fois. Après, on demande de prolonger des contrats qui sont arrivés à terme. Pourquoi tout cet imbroglio-là? La question demeure posée. Alors, Joël Tchougué, les audits ne sont en rien un moyen de pression politique. Ce sont des propos du préfet Modeste Toboula. Et selon le même préfet, il s'agit des conseillers communaux de la municipalité de Cotonou qui se sont constitués et ont demandé à l'État de venir vérifier la gestion du chef de l'État, la gestion du maire de la ville de Cotonou. Ce sont ces propos lors de sa dernière sortie, mercredi dernier. Vous avez réussi donc à me faire un peu sourire. Vous savez que dans ce débat de crise entre la préfecture de Cotonou et la mairie de Cotonou, les conseillers décidants ou bien les conseillers fondeurs ne sont que donc à la solde d'une manipulation. Moi, je le dis comme ça. Alors que lorsque vous aspirez à de hautes fonctions, c'est sûr que... Vous avez les preuves de ces manipulations? Écoutez, ceux qui sont à la tête donc de ce collectif de conseillers, il faut retracer leur parcours politique. Et également, chercher à savoir un peu aujourd'hui quel est le profil politique de ces membres également. Et vous comprendrez bien évidemment que ces personnes ont une certaine proximité avec également la préfecture de Cotonou et également certaines personnes qui sont très très proches. Oui, mais quand on parle de mauvaise gestion à la commune, au niveau de la mairie de Cotonou, cela ne date pas d'hier, cela ne date pas de Toboula en tant que préfet. Il y a toujours eu des bruits, on a toujours accusé le maire de faire une gestion opaque, de faire une mauvaise gestion des ressources de la ville. Non, mais ça s'est plus accentué à l'arrivée donc de ce pouvoir, il faut le reconnaître. Et je vous ai expliqué que ce qui favorise cela, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes au sein donc de ce conseil municipal qui lognent le siège du maire. Et
vous n'avez pas, je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que le maire Yadi Soglo a échappé quelque près, à une seconde près, à ce vent de destitution qui a pris corps déjà à l'ADA avec le même Matia Djigla qui a été donc destitué. Et par la suite, ce vent de destitution a embrasé en un temps record beaucoup de communes. Et à la mairie de Cotonou, Yadi Soglo, s'il n'était pas un bon stratège politique, il ne serait plus maire à l'heure où nous parlons. Pourquoi prenez-vous toujours le problème sur un plan politique? Non, écoutez. Parce que la chose dont il est question ici, c'est la gestion au niveau de la mairie de Cotonou. Oui, mais il n'y a pas de gestion sans politique. Parce que Yadi Soglo est organiquement politique. Il est politicien. C'est un politique. Et par conséquent, ce sont des rapports de force. Ce sont donc des rapports de force également qui s'observent aujourd'hui entre la mairie de Cotonou et l'État central. Maintenant, ce qui m'écoeure le plus souvent dans ce débat, c'est qu'il y a une méconnaissance grave de la procédure de la communication institutionnelle. Ce n'est pas en organisant des conférences de presse, ce n'est pas en organisant des émissions en un point fini sur des chaînes qu'un préfet qui est également chargé donc de réguler, de contrôler, de conseiller les communes sous sa tutelle, ce n'est pas en organisant à grand renfort médiatique des sorties pour décrier telle chose, pour condamner telle chose, qu'on parviendra à régler le problème. Donc, pour moi, il y a actuellement un problème de communication institutionnelle qui se pose entre la mairie de Cotonou et la préfecture de Cotonou. Et c'est tout ceci qui vous amène à tirer la conclusion qu'il s'agit quand même d'une bataille politique. C'est une bataille politique qui s'observe. Nous allons évoluer dans cette émission. Nous allons aborder rapidement le deuxième sujet de cette émission consacrée au fonctionnement de la 7e législature de l'Assemblée nationale, notamment les récurrentes questions des députés adressées au gouvernement, le contrôle de l'action du gouvernement conféré par les articles 71 et 113 de la Constitution béninoise qui visiblement, ce contrôle d'action qui a visiblement connu une hyperactivité ces derniers mois. Joël Tchobé, je m'adresse à Franck Dannoumé. Franck Dannoumé, doit-on croire que la 7e législature a un bien meilleur fonctionnement que les précédentes? Il y a des éléments, il y a des faits justement qui font penser cela. Et ce qui, pour le moins, enfin pour ma part, ne devrait pas étonner quand on connaît la dimension et l'expérience de celui qui dirige aujourd'hui l'Assemblée nationale. Maître Adrien Ongbedi, qui a déjà été 2 fois président de l'institution parlementaire. Je crois que c'est sa 3e fois à la tête de cette institution. Alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un monsieur qui s'y connaît très bien, qui a l'expérience, et donc forcément sa gestion devrait apporter un petit plus au bon fonctionnement de cette institution. Alors donc aujourd'hui visiblement, et quand vous regardez même les activités au niveau du Parlement, les débats, les votes, des rapports d'activité, tout ça, vous vous rendez compte clairement qu'il y a quand même une certaine harmonie qui règne au sein de l'Assemblée nationale. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact de ces questions adressées au gouvernement, orales ou écrites, adressées au gouvernement. C'est leur impact sur, d'une part, l'amélioration de la qualité de la gouvernance et d'autre part, le quotidien des Béninois. Bien sûr. Et quand je fais le point, honnêtement, d'avril 2016 à aujourd'hui, je n'ai pas remarqué qu'il y ait eu une amélioration dans la façon de gérer, dans la gestion publique. Et c'est à ce niveau-là que moi, je me pose des questions. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire quelque chose qui visiblement n'a pas d'impact? Mais déjà par le passé. Surtout que nous sommes en face d'un gouvernement qui a fait l'option de marcher sur tout. C'est-à-dire de violer tout, de violer même les principes, les principes moraux qui régissent la gestion des affaires publiques. Il y a des décisions de la Cour constitutionnelle qu'on a oubliées, dont on a fait fi. Il y a des lois qu'on a choisi délibérément de violer, et ça ne dit rien à personne parce qu'on dit qu'on veut mettre en place des réformes. Non. C'est-à-dire, moi je ne comprends pas. C'est comme si aujourd'hui on est en train
de tenter de faire croire que la démocratie ne peut pas rimer ou ne peut pas aller de pair avec le développement. C'est ce qu'on est en train de nous... Mais déjà, c'est déjà des améliorations, des pas par le passé. On n'avait pas connu autant de questions adressées au gouvernement. On n'avait pas vu une Assemblée nationale qui interpellait aussi pour autant le gouvernement. On a même vu des parlements, des législatures où ces questions sont adressées, mais ne viennent pas forcément très souvent en plénière. Oui, mais au moins, par le passé, il y a eu des réponses du gouvernement, même si elles n'étaient pas satisfaisantes aux yeux des députés. Mais de temps en temps, il y avait cela. Mais moi, ce qui importe pour moi, tout ce qu'on fera, qui n'aurait pas d'impact réel sur la qualité de la gouvernance, sur le quotidien du Béninois, sur le panier de la ménagère, comme on a l'habitude de le dire, toutes ces actions-là, pour moi, à un moment donné, il faudra tirer les conséquences et arrêter. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire... Moi, je dis quelque chose. Aujourd'hui, il faut que ceux qui gouvernent le Bénin puissent revoir leur copie. Parce que tout ce qui se fait actuellement, on a l'impression que c'est totalement au mépris des principes de base d'une gouvernance publique. Et je voudrais dire que c'est vrai que le Bénin a besoin de réformes. On a besoin de réformes. Mais toute réforme qui ne tiendrait pas compte de l'aspiration publique, de l'aspiration populaire, pour moi, est comme un château de cartes. Et à un moment donné, elle va s'écrouler. Alors, Joël Tchogbe, la 7e législature, par rapport aux précédentes et ces questions d'actualité qui reviennent très souvent au cours de cette législature, quelque chose a forcément changé. Non, vous savez que les parlementaires exercent un pouvoir délégataire de la souveraineté donc, du peuple. Et c'est d'ailleurs pour cela que on les appelle donc les représentants de la nation, bien du peuple. Et fondamentalement, la Constitution en l'état actuel leur confère, comme je me plais bien à le dire, 2 rôles essentiels. D'abord, il faut qu'ils puissent contrôler l'action du gouvernement, puis enfin légiférer. Il se fait qu'il faut contrôler l'action du gouvernement, ça appelle à des pratiques parlementaires comme les questions orales avec débat, comme les questions écrites ou bien les questions d'actualité. Et aujourd'hui, si nous constatons qu'il y a un regain de ces questionnements-là, de ces questions qui sont adressées au gouvernement, cela va de soi de pressentir peut-être un bon fonctionnement de l'institution parlementaire. Maintenant, est-ce qu'au-delà de la forme qu'on nous présente par rapport à ces interpellations et tout, je voudrais rappeler que ce n'est pas peut-être cette législature qui peut-être aurait battu déjà le record, il leur reste peut-être encore 2 ans. Je voudrais citer le député Éric Moudete sous la 6e législature, voilà, avec Boni Yahi. Et pratiquement à toutes les séances, Éric Moudete adressait forcément des questions orales ou bien écrites d'actualité au gouvernement. Ça voudrait dire déjà que le fait existait déjà. Ça fait partie donc des pratiques parlementaires qui ont été érigées en normes, en super donc loi ou bien mais super cette fois-ci, est-ce qu'il n'y a pas eu une hyperactivité? Non. Et c'est pourquoi je voudrais et dans dire tous les secteurs, par le passé, c'était forcément beaucoup plus politique, mais là, dans le secteur de la santé, de l'éducation, on a vu des questions adressées au gouvernement. Oui, c'est pourquoi je voudrais dire que dans la forme, on pourrait voir peut-être un bon fonctionnement de l'institution parlementaire. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'aujourd'hui, le Parlement béninois, le pouvoir actuel dispose de la majorité au niveau donc, du palais du Parlement. Avec ce bloc de la majorité parlementaire, fort donc de 60 ou bien 59 députés, ça aussi avec un député qui est en ballotage. Alors, lorsque vous constatez que ceux qui adressent encore les plus de questions au gouvernement sont ceux-là qui disent, qui soutiennent le pouvoir, pour moi, ça pose un problème de compréhension. Parce que lorsque vous dites, quelqu'un aurait même dit, pour ne pas le citer, Bruno Amoussou, nous sommes le pouvoir. Et aujourd'hui, je considère que les députés qui sont membres de ce bloc de la majorité parlementaire sont le pouvoir. Ça voudra dire à partir de cet instant que ils donnent caution à toute la politique de Patrice Talon. Cette politique de mise en affermage, cette politique de mise en concession, cette politique de gestion déléguée, à partir de cet instant, lorsqu'ils constatent après et peut-être en aval que ces mêmes députés adressent maintenant des questions écrites ou bien d'actualité au gouvernement sur les mêmes faits que la population décrit aujourd'hui, ça pose peut-être un problème. Donc,
pour finir sur la question, puisque nous sommes tenus par le temps, oui. les députés, peut-être, je vais le dire comme ça, si peut-être ils ne jouent pas avec le peuple, peut-être qu'ils pensent que peut-être tout le monde dans le pays ne comprend pas. Mais je continue de dire que il s'agit aujourd'hui pour le chef de l'État de se démarquer de la politique des soutiens mécaniques pour pouvoir avancer. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Franck Danoumé, directeur de publication du quotidien Le Nokwe qui paraît à Cotonou au Bénin. Joël Tchobé, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information Le Potentiel. Merci d'être passé avec vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Très bonne suite des programmes sur Sika.